dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'innovation. Nous célébrons à nouveau l'innovation dans le sillage des trophées de l'innovation organisés par LBPM. Au cours de ce mois de novembre, nous recevions hier le lauréat de la French Tech AI for Alpha. Nous recevons ce soir le lauréat de la Health Tech avec Oncodesign PM et sa directrice générale déléguée, chef des opérations également, Karine Lignel, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Karine. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On est dans le monde de la biotech, évidemment, avec Oncodesign PM. PM pour Precision Medicine. On est dans la médecine de précision. Je veux bien que vous nous expliquiez effectivement l'origine, la naissance d'Oncodesign PM. Parce qu'on connaît, ceux qui s'intéressent en tout cas au compartiment, à la sphère biotech française depuis quelques années, connaissent sans doute Oncodesign. Et donc Oncodesign PM est issu d'Oncodesign. Vous avez, c'est la division biotech, c'est ça, historique d'Oncodesign. Absolument. Donc en 2022, on a décidé de couper Oncodesign, ancienne mouture, en deux, en faisant un LBO sur la partie CRO, donc la partie préclinique service. Et on a créé Oncodesign Precision Medicine avec à la fois la biotech et l'intelligence artificielle. Et donc, on a chez Oncodesign Precision Medicine 3 plateformes technologiques. On est une entreprise technologique. Je vais essayer de vous les expliquer simplement. Donc, la première, c'est basé sur l'intelligence artificielle. C'est l'identification de cibles thérapeutiques, permettant de savoir où il faut qu'on aille pour qu'un médicament soit efficace. La deuxième plateforme, qui est la plus mature et dont sont issues nos 2 molécules dont je parlerai plus tard, c'est une plateforme qui s'appelle Nanocyclics. Là, on est dans la chimie médicinale. Et en fait, on crée des inhibiteurs de kinase et on les crée en les macrocyclisant. C'est important parce que ça leur donne une sorte de rigidité qui les rend plus spécifiques de la kinase qu'on cible. Ça permet d'avoir moins d'effets secondaires. Je comprends. La troisième, c'est ce qu'on appelle les radiothérapies internes vectorisées. Là, on apporte la radiothérapie sur la cellule cancéreuse. Donc, on revient sur une cible thérapeutique, dont on a parlé il y a 2 minutes. Il faut un vecteur qui permette d'apporter l'isotope sur la cellule et de détruire la cellule en direct. Donc aujourd'hui, on a ces 3 plateformes technologiques. On a coté Oncodesign Precision Medicine parce qu'Oncodesign était coté. Bien sûr. Et qu'on a voulu que nos actionnaires puissent nous suivre. Ils ont fait une plus-value sur la partie service, la majorité une plus-value, et on souhaite qu'ils puissent faire une plus-value sur la partie biotech. Et aujourd'hui, on a 2 actifs qui ont fini leur phase 1 volontaire sain. Donc, je rappelle. Phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1 volontaire sain, sauf en onco. Donc, juste la toxicité. Phase 2, on commence à prouver l'efficacité. Phase 3, on prouve l'efficacité sur une plus grande population. Donc là, vous êtes au début de l'aventure sur ces molécules. Oui et non, parce que pour arriver en fin de phase 1, il faut quand même déjà beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et donc là, on a 2 molécules, donc je vais essayer de vous les présenter simplement aussi. OPM101, la première molécule, qui vise à la fois les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qu'on appelle les MICI en bon français, et à la fois l'immuno-oncologie. Et donc aujourd'hui, sur cette molécule-là, on a fait une phase 1 où on a pu augmenter les doses de manière très importante. En fait, l'idée, c'est d'augmenter les doses, voir s'il y a une toxicité. Nous, on a eu un facteur 200 entre la première et la dernière dose, sans aucune toxicité, et avec une efficacité qui s'est révélée à des doses assez basses. Donc, on a une fenêtre thérapeutique, comme on appelle, qui est très intéressante. Et donc, maintenant, on veut, nous, financer la partie phase 1B2A. Alors, pourquoi on refait une petite phase 1 ? Parce qu'en fait, on a prouvé, en même temps qu'on faisait la phase 1, on a prouvé en préclinique que cette molécule resensibilisait des souris qui étaient devenues résistantes aux immune checkpoint inhibiteurs. D'accord. Et donc, on fait une phase 1B parce qu'on veut mettre notre molécule plus l'immune checkpoint inhibiteur pour trouver la bonne dose, puis ensuite aller chez des patients avec la bonne dose, ce qui sera la phase 2A. Donc ça, c'est sur la première molécule. La deuxième molécule, qui s'appelle OPM201, vise Parkinson. Donc elle vise une cible qui s'appelle LRRK2, qui, dans les malades de Parkinson, soit est surexprimée, soit est mutée. Et donc là, l'idée, c'est de dire, soit on fait une phase clinique sur l'ensemble de la population de Parkinson, soit seulement sur les mutés. Pareil, phase 1, volontaire sain, aucune toxicité. Et donc là, la question, c'est comment financer la suite du développement de cette molécule. Parkinson, c'est une grosse population. C'est une indication énorme, bien sûr. Oui, du coup, ça implique une phase clinique très, très lourde. Très lourde. Que vient faire l'IA dans tout ça, Karine ? Alors l'IA, comme je l'ai dit, elle permet à la fois de trouver des cibles thérapeutiques en prenant en fait toutes les données. Alors nous, on a lancé en 2017 une phase clinique pour avoir des données propriétaires. Parce que l'IA, c'est bien, mais ce qu'il faut aussi, c'est des données. Et donc, on a lancé une phase clinique pour avoir des données propriétaires pour permettre, en mettant de l'IA plus de l'expertise, puisque je rappelle qu'on avait l'expertise préclinique précédemment, arriver à identifier des cibles thérapeutiques. Ça, c'est une première chose.
La deuxième chose, c'est réduire le temps de développement des médicaments. Et donc ça, c'est pareil. On a un autre programme sur la partie nanocyclics où on fait des développements pour avoir une simulation 3D des molécules et avoir une idée de leur effet. Dans quelle mesure on arrive à réduire ce temps qui est parfois alors je sais pas, j'avais en tête que ça peut prendre 7, 8, 10 ans parfois pour une mise sur le marché d'un médicament entre toutes les phases. Plus de 10 ans. C'est quoi la quantité de temps qu'on arrive à réduire aujourd'hui en intégrant de l'intelligence artificielle? Alors aujourd'hui, c'est difficile à dire parce qu'en fait, alors nous, on n'est pas pure intelligence artificielle, mais il y a des entreprises qui sont pure intelligence artificielle qui ont vendu beaucoup de rêves. Et aujourd'hui, qui commencent à dire, bon, alors tout compte fait, on va quand même revenir à des trucs un tout petit peu plus classiques. Plus proche de la réalité. Donc, je pense qu'on peut gagner peut-être au minimum de 3 ans, mais aujourd'hui, moi, je voudrais pas donner des chiffres. Mais ce qui est déjà énorme, quand même. Oui, ce qui est énorme. Et on est plus sur 15 ans, développement d'un médicament, sur 10. Donc, d'accord. 20%. On va dire 20%. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la chaîne de financement du secteur des biotech? Et là, je fais appel à votre profil hybride, Karine, il faut le dire, et c'est vrai qu'on en trouve beaucoup dans ces métiers de tech en général, très technologiques, mais dans la santé, dans la biotech. Les anglo-saxons ont l'habitude d'avoir une casquette de PhD d'un côté, une casquette de financier de l'autre. C'est votre cas, vous êtes ingénieur au départ, vous avez passé de nombreuses années également dans le monde de la finance et du capital risque, en l'occurrence, à travers Crédit Mutuel Innovation, si je ne dis pas de bêtises, oui, Karine, à la fin, oui. Entre autres, à la fin, oui. Qu'est-ce que cette expérience vous apporte et quel constat est-ce qu'elle permet de dresser sur la chaîne de financement des biotech françaises? Ma petite expérience personnelle, ça fait 15-20 ans que je suis les marchés. J'ai connu la vague d'introduction en bourse, alors des années 2010, tous ces superbes projets de biotech et de biotech installés qu'on a vu arriver à la Bourse de Paris. Des histoires et des aventures incroyables. Et tous les gens qui venaient en parler étaient des gens incroyables et parlaient d'aventures incroyables. J'ai quand même l'impression que la bourse n'est pas faite pour tous les projets de biotech, en tout cas à des stades de maturité parfois qui n'étaient pas assez importants pour que la bourse comprennent bien aussi peut-être cet écosystème. Est-ce que c'est votre sentiment? Et est-ce qu'on a trouvé depuis, en 10-15 ans, est-ce qu'on trouve des alternatives de financement qui correspondent mieux aux besoins de ce secteur et d'une entreprise, en l'occurrence, comme la vôtre? Alors, avant de parler plus largement, je vais parler d'abord d'Oncodesign. Donc, Oncodesign, nous, on était, Crédit Mutuel Innovation, était actionnaire d'Oncodesign au moment de la cotation qui a eu lieu en 2014. Ouais. Et pourquoi on a coté Oncodesign? Parce qu'on ne trouvait pas d'investisseurs qui voulaient aller dans ce business model mixte que j'ai expliqué, avec une partie service, une partie biotech. Ouais. Donc, on n'a pas trouvé de financiers qui voulaient faire ça, donc on a introduit Oncodesign en bourse. Le parcours a été assez moyen, puis après a augmenté, et il y a eu une plus-value importante au moment de la sortie. Très bien. 2014, on était déjà un peu à la fin de la vague dont vous parlez. Oui. Aujourd'hui, si je parle d'Oncodesign Precision Medicine, nous, on a fait 2 levées en bourse. La première de 8 millions d'euros, sur laquelle nous, le management, on a mis 5 millions. Et celle-là, elle a été sursouscrite. La deuxième, on a eu beaucoup de mal à trouver 2 millions d'euros. Beaucoup de mal. Alors via les marchés de capitaux. Via les marchés de capitaux. Alors qu'on avance, alors que nos phases cliniques se passent bien, alors que tout se passe tel qu'on avait prévu. Il n'y a rien qui ne se passe pas comme on avait prévu. Et on a eu beaucoup de mal à lever des fonds. Donc nous, ce qu'on a depuis le départ cherché, c'est avoir du financement public et avoir des revenus industriels. Donc on a eu des partenariats, notamment avec le laboratoire Servier, ce qui nous a donné de l'argent. On a également un emprunt, ce qui est suffisamment rare pour être noté. Et ça, c'est grâce à ce qui s'est passé avec Oncodesign et notamment la reconnaissance de Philippe Gène, le CEO d'Oncodesign et d'Oncodesign Precision Medicine, dans la région de Dijon, qui permettent aux banques de Dijon de financer l'entreprise. Si on parle plus généralement, moi, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait 20 ans de capital risque, quand même. Alors, ça ne me rajeunit pas, je vous remercie, Grégoire, mais quand même. Il y a le temps de voir des cycles comme ça, alors, c'est justement, bien. Ce qui est intéressant, c'est que les entreprises, deux des entreprises qui aujourd'hui font beaucoup parler d'elles, moi je les ai financées. Alors, et je les ai financées. Donc, Nanobiotics et Medincell. Ouais. Donc Nanobiotics, je l'ai financé en 2005. Ouais. On parle d'il y a 20 ans. Ouais. Et c'est aujourd'hui que ça commence à payer, en fait. Alors, il y a eu des moments où ça a payé. Il y a eu des moments, si on parle juste du cours de l'action, il y a eu des moments où c'est remonté, puis c'est redescendu, puis là, ça remonte. Medincell, c'est un peu différent parce qu'ils se sont cotés il y a moins longtemps. Et nous, on était au capital au moment où ils sont cotés. En fait, on est rentré au capital pour les accompagner dans la cotation. Et ils ont du chiffre d'affaires, un partenariat avec Teva. Ils ont des choses que les autres n'ont pas forcément. Mais j'ai investi aussi à l'époque chez DBV, qui a aussi eu un parcours un petit peu chaotique en bourse, avec parfois plus d'1 milliard et parfois autre chose. Et donc, moi, je pense que le marché boursier, en tout cas en France, ne fonctionne pas très bien. Alors, il fonctionne encore moins bien pour des petites entreprises comme la mienne, encore moins bien, mais même pour des grosses entreprises, quand on voit ce qu'il a fallu que Nanobiotics fasse ou que Medincell prouve
pour que ça fonctionne. C'est quand même compliqué. Après, la réalité, c'est le marché boursier qui ne fonctionne pas, ou ce sont les acteurs qui font le marché boursier, à savoir les gestionnaires d'actifs, les fonds d'investissement, qui ont du mal à comprendre ce que vous faites? Est-ce qu'il y a un manque d'expertise? Et là, je veux pas vous mettre en porte-à-faux, Karine. Non. Mais est-ce qu'il y a un manque d'expertise aussi dans les acteurs qui font la bourse en France Je pense qu'il y a très peu d'acteurs spécialisés biotech. C'est ce que j'entends depuis 10-15 ans. Hein, donc, oui, et que les généralistes ont beaucoup investi en biotech, notamment au moment du Covid. Se sont pris quand même beaucoup de pertes, parce que ça marche pas toujours, hein, la biotech, il faut quand même le savoir. Enfin, je veux dire, c'est risqué. Et du coup, ne reviennent pas. Ouais. Et font une généralité sur, lui, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on a une grosse réussite qui est Abivax. Oui. Abivax, ils ont levé des fonds aux États-Unis. Ouais. Parce qu'ils n'ont sans doute pas trouvé... Alors, il y a évidemment des fonds français, notamment un crossover qui les a accompagné. C'est une question de taille, à un moment. Quand on cherche à lever quand même beaucoup de fonds, à partir d'un certain niveau, j'imagine que... Oui, mais même indépendamment de ça, alors, il y a Marc de Garidel, qu'on connaît tous et qui est tout à fait remarquable, et qui a déjà des expériences américaines, donc ça a aidé beaucoup à lever des fonds. Mais il n'empêche qu'en France, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Ouais. Donc, il y a une taille de marché, il y a un manque d'expertise, il y a un manque de prise de risque. Alors après, capital risque reste du capital risque, il faut prendre des risques. Ouais. En anglais, on dit venture. C'est l'aventure. C'est ça. En français, on dit le risque. C'est ça. C'est déjà une différence. Ça montre déjà la différence culturelle. Bon, merci beaucoup, Karine, d'être venue parler d'Oncodesign PM. Je le rappelle quand même, lauréat de la Health Tech de l'année à l'occasion des trophées de l'innovation organisés ce mois-ci par LBPM. Et merci d'avoir partagé votre expertise aussi sur la question du financement du secteur de la biotech en France. Karine Lignel, directrice générale déléguée et Chief Operating Officer d'Oncodesign PM, était l'invitée de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.